Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, vous allez dire la folle, elle a mis son bonnet et ses gants. Je fais partie de la team de ceux qui chauffent au bois et qui fait pas très chaud chez moi. Donc voilà, j'ai les mains qui sont glacées et tout. Donc je préfère me couvrir, mettre des couches parce que sinon je vais vraiment attraper la crève. J'enlève mes lunettes qui sont extrêmement sales. Voilà, je filme comme ça, je suis perturbée voilà, par l'ambiance fraîcheur dans la pièce. Je me tiens près du poêle pour vraiment pas mourir de froid. Aujourd'hui, dans cette thématique un peu hivernale, j'avais envie de faire un petit tag juste avant les vacances de Noël. Voilà, je me suis dit c'est le moment de le faire. Ça me rappelle un peu l'époque où j'ai commencé Booktube et on va faire un tag sur une série que j'aime beaucoup qui est assez en lien avec Noël, hein, c'est Harry Potter. Donc que le tag c'est un sort, un livre, voilà. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes, je mettrai en lien bien sûr la personne qui est à l'origine de ce tag. Et avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler que Noël approche. Donc si vous avez envie de faire un cadeau, notamment d'acheter un livre, essayez toujours d'aller en librairie indépendante si vous le pouvez, et notamment de soutenir les éditeurs indépendants, c'est super important pour l'industrie du livre. Et si vous avez envie de soutenir les Trois Nornes, la poste est un peu catastrophique en ce moment, et donc pour être sûr d'avoir les livres pour Noël, la postière m'a affirmé qu'il faut tabler sur du 20 décembre. Après, ça risque d'être compliqué avec tous les problèmes postaux qu'il y a en ce moment. Mais voilà, je fais tous les emballages de mes petites mains, je mets du papier bulle maintenant autour des livres, ce qui me prend un temps monstre parce que cette année, la poste, ça n'a jamais été aussi catastrophique pour les Trois Nornes, mais pour le monde entier. J'ai des colis personnels et tout, c'est une catastrophe, donc on emballe, on suremballe, mais j'ai pas trop d'autres choix voilà, qui s'offrent à moi pour contrer cela. Et voilà, donc il y a Les Objets Maudits qui est sorti cette année, qui est la nouvelle œuvre de Emily Norksen, c'est un tome unique, on va suivre l'histoire de Novem. Novem est un chasseur, c'est-à-dire qu'il chasse les Rancura. Les Rancura, ce sont des créatures qui naissent des impressions négatives des hommes qui se teintent en fait dans les objets qu'ils fabriquent notamment. Et Novem va avoir cette tâche d'en chasser un particulièrement redoutable dans une petite contrée éloignée à Valture. Et on est dans un pays qui s'appelle Quatre-Lunes. Il subit un protectorat et un embargo sur la création pendant près de 2 siècles et on va être 20 ans après ces événements et tout le déroulé politique qui peut en découler. C'est un roman qui parle de la beauté dans l'horreur, c'est un roman qui est aussi un petit peu politique, qui relève de thèmes assez intéressants, qui parle par exemple des angoisses et tout ça, c'est assez chouette. On est plutôt sur de la fantaisie un petit peu horrifique. On a aussi Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle. On est sur une thématique là qui est un petit peu moins horrifique que Les Objets Maudits malgré le titre. C'est un roman aussi en tome unique qui est une sorte de roman sur la chasse aux sorcières. On suit donc Feinella. Feinella, c'est une inquisitrice qui est envoyée sur l'île de son enfance pour procéder à la noyade de sa mère et à une chasse aux sorcières, notamment la sorcière de son clan. Elle noie sa mère pour une bonne raison, c'est que 40 ans avant ces événements, il y a un sortilège de sorcière qui a totalement raté et qui a provoqué la fin de la mort, selon les dires. Et donc, au lieu de mourir, les gens se transforment en spectres dévoreurs et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est par l'océan parce qu'ils sont contraints par l'eau. Donc les océans sont complètement bouché de spectres, c'est très dangereux et donc Feinella dans sa quête va être accompagnée par Caléane qui est un ancien marin qui ne peut plus naviguer et donc qui a été reconverti fromager et tous les deux vont partir pour une quête sur laquelle ils ne sont pas du tout d'accord. Ça se dit vraiment comme une grande aventure qui va questionner les questions de religion, de croyance, mais aussi du rapport qu'on a à nos parents et le fait de les voir vieillir. C'est un très beau texte sur des très belles thématiques avec une grosse ambiance celtique. Donc voilà, bien sûr il y a d'autres ouvrages au catalogue comme Une couronne d'océ d'épines, La gardienne du Chardon, Le Seigneur des Anneaux, La Réception et tout ça, mais restons-en là et on va commencer avec ce petit tag posé des familles. Premier, ça va être donc Expecto Patronum qui est donc, ça dépend en fait des traductions, mais il y a Espero Patronum je crois en anglais, en français c'est Expecto Patronum, c'est mon sort préféré, hein, je l'ai sur la peau, voilà, au sens propre, et c'est un livre qui nous rappelle des souvenirs d'enfance. Ça fait longtemps que je vous ai parlé de cet auteur-là. J'ai beaucoup de livres qui me rappellent mon enfance parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu m'offrir des livres ou d'avoir accès à la bibliothèque. Et surtout, j'ai des parents qui était très motivée pour que je lise parce que je lisais pas du tout quand j'étais enfant, j'étais un peu un gangster, voilà, j'avais d'autres choses à gérer que la lecture et c'est vrai que ça fait partie des séries qui m'ont accompagnée pendant mon adolescence et qui n'ont pas accompagné que moi, c'est un peu un livre que j'ai lu avec ma sœur, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup d'appréciation parce que c'est beaucoup de souvenirs. Je parle donc des Willan de Pierre Bottero et ça me fait toujours
du bien de parler de Pierre Bottero parce que pour moi c'est une des meilleures plumes françaises qu'on a connues parce que malheureusement il est décédé il y a quelques années maintenant et on n'aura jamais la fin en fait parce que on a appris assez tardivement que tous les univers de Pierre Bottero étaient en fait connectés. C'était un peu l'univers Marvel revisité et on a même des séries qui ne sont pas terminées et donc voilà, j'aurais pu choisir Le Pacte des Marchands, j'aurais pu choisir l'autre qui a été ma série favorite, mais j'avais envie de parler des Willan qui est à mon sens le plus connu et j'ai pas envie que les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus les Willan. C'est pour ça que je refais de la pub s'il y a des gens qui veulent faire des cadeaux à des ados. Sauter sur Pierre Bottero, notamment, bon là c'est les vieilles éditions que j'aime beaucoup, mais il y a des nouvelles couvertures un petit peu plus modernisées. On va suivre l'histoire, il me semble, de Camille, au début elle s'appelle Camille, mais elle s'appelle Willan en vérité, qui fait sa petite vie dans notre monde, hein. Voilà, c'est une adolescente, jusqu'au jour où elle va être percutée par un camion, sauf qu'au lieu de rencontrer le camion, elle va sauter dans un autre monde, et en fait elle va découvrir qu'elle a des origines dans ce monde. Je crois que c'est Gwenda Lavire. Je sais plus le nom du... Vous savez, c'est des textes des Willan, j'ai pas lu ça au moins depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai lu ça quand j'avais une dizaine d'années, donc ça commence à remonter. Et donc elle a un don avec le dessin que je vous laisse un petit peu découvrir, j'ai pas trop envie de vous en dire trop sur l'univers, mais c'est un univers de fantasy extrêmement magique, avec un très bel univers, avec des très belles morales dans le texte, avec beaucoup de représentations. À l'époque, il faut savoir que le personnage meilleur ami de Camille, Salim, n'est pas un personnage blanc. Et dans littérature jeunesse française, je peux vous dire que c'était quand même un exploit, voilà, parce qu'on a vécu une période qui est quand même un peu moins ouverte qu'aujourd'hui. Et déjà, voilà, il y a beaucoup de diversité, des personnages féminins qui sont très bien écrits, c'est vraiment des personnages très valorisants, c'est des bons personnages pour se construire et tout. L'histoire est super chouette, il y a des ennemis, il y a plein de quêtes. C'est en 2 trilogies, mais à mon sens, c'est une des meilleures séries qu'on a eues, voilà, en jeunesse. Et ça me touche beaucoup parce que c'est une série, voilà, comme je vous dis, c'est un truc qui m'a marqué enfant. Et surtout, c'est le livre que je présentais à l'école dans mes rallyes lecture avec mes profs de français, voilà, donc c'est drôle, puis on était plusieurs à les lire, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, et je voudrais pas que ça disparaisse. Priori Incantatum, le dernier livre que tu as lu. Alors on est sur une autre ambiance, hein, on voit que j'ai un peu évolué dans mes lectures, donc c'est pas vraiment un livre, c'est un essai, c'est une biographie d'un auteur assez connu d'imaginaire, donc j'ai sorti le petit Lovecraft. Donc c'est Siti Jochi, je sais jamais le prononcer, voilà, je vous le dis, ça doit pas être la prononciation, je suis Providence. Alors c'est le premier tome de la biographie, on va dire, officielle de Lovecraft qui a été récompensé, qui a pas du tout les problématiques qu'il peut y avoir chez Houellebecq, notamment voilà, dans son rapport. Lovecraft, voilà, c'est comme un peu Tolkien, il a été introduit en France d'une manière un peu étrange, donc là au moins on a la vérité, je veux dire c'est une grosse recherche qui a été faite sur le sujet, et là on est sur la première partie de vie de Lovecraft, je crois qu'on s'arrête quand il a même trentaine d'années il me semble, il vient de se marier avec Sonia, donc voilà, une trentaine d'années. C'est vraiment pour les gens qui s'intéressent au personnage parce que c'est pas difficile à lire, mais ça peut être un petit peu ennuyant si vous n'êtes pas très intéressé par ça, surtout que cette première partie parle pas vraiment ça parle des textes de Lovecraft, mais surtout l'avant côté fantastique, voilà, ce pourquoi il est assez connu. On va vraiment avoir son enfance, son rapport un petit peu à la littérature, son rapport aux autres, et le texte est là aussi pour casser les clichés tout en confirmant certaines rumeurs, c'est-à-dire que Lovecraft, on le rappelle, est un gros sexiste, est un gros raciste, est un gros homophobe, et il l'était dans la vraie vie. Voilà, c'est un auteur qui est très problématique, mais qui a créé des univers qui sont très particuliers et très riches. Et donc c'est assez intéressant de se faire aussi un avis, parce que Lovecraft, c'est un peu comme beaucoup d'auteurs, c'est qu'il a des étiquettes qui lui sont collées, notamment le fait que c'était un homme, un ermite, alors que c'était clairement pas le cas en fait. Là, surtout au début de sa vie, il y a eu une période, en fait, c'est un homme qui a fait beaucoup de dépression. Il y a une période où il s'est renfermé sur lui-même, mais il avait beaucoup de connaissances, il parlait avec beaucoup de gens. C'est une des personnes dont on garde le plus de lettres en fait. Ça a été un des hommes de son époque à avoir écrit le plus de correspondances. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais c'est très intéressant hein, parce qu'on étudie son rapport aux femmes, voilà, qui est un peu plus complexe que Lovecraft aimait pas les femmes. C'était plus difficile que ça. Lovecraft a grandi entouré de femmes. C'est ça qui est
Et c'est très drôle parce que Lovecraft il se prend des claques dans la vie, mais un peu en mode karma. Je vous le dirai plus en update lecture, mais il y a des moments j'ai rigolé, je me suis dit bah ouais, à se comporter comme un gros raciste, bah parfois ça te reprend dans le visage comme ça. Mais c'est assez intéressant, ça parle aussi de l'époque, de Providence et voilà, de tout le personnage Lovecraft qui est un mec très très particulier, hein, voilà, qui a beaucoup de frustration et tout ça. Je vais m'acheter la partie 2 je pense prochainement parce que c'est des trucs qu'il faut un peu enchaîner, mais je pensais lire un chapitre tous les 36 et en fait j'ai quasiment lu tout à la suite. Voilà, donc c'était suffisamment intéressant et surtout j'avais envie de lire un peu de biographie, changer un peu du roman et tout ça. Halo Mora, un livre qui t'a ouvert les portes d'un genre. Alors j'en ai pris deux parce que j'ai une hésitation sur la définition du premier parce que le premier... moi j'ai vu ça comme ce genre-ci parce qu'à l'époque où je l'ai lu c'était très violent, mais est-ce que voilà d'un point de vue plus adulte je le classerais dans le genre, je suis pas sûre. Je vous parle d'un genre qui est sûrement un de mes genres préférés mais dans lequel j'apprécie tellement peu les lectures. En fait je suis passionnée par le... parce que pour moi Lovecraft est une de ses inspirations là aussi, c'est un peu lié à l'horreur et à l'imaginaire, c'est la dark fantasy, mais c'est vrai que je suis assez déçue par les lectures parce qu'on je m'attends toujours à des trucs beaucoup plus sombres ou mieux écrits et c'est vrai que voilà c'est pas toujours été le cas et il y a deux lectures en fait et en même temps je les ai pas du tout lues au même âge et en même temps Terry Goodkind, la première leçon du sorcier, ça répond au cliché du genre de la dark fantasy. Alors la dark fantasy, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le genre, c'est un genre qui se particularise par son côté très sombre, son côté avec une ambiance assez étouffante, assez horrible, avec une sorte de glauque, de l'horreur quoi, dans les actes, dans les combats et tout, mais surtout, en général, la fantasy est qualifiée par le fait que c'est le méchant qui règne sur le territoire ou qu'on suit les méchants. Dans l'épée de vérité, du moins dans le premier tome, c'est le méchant qui règne sur le territoire et on peut toujours se questionner dans le texte si Richard est un homme bien. Alors ça, je pense que l'auteur le voulait comme un homme bien, à mon sens ce n'est pas quelqu'un de bien, voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est un peu de la dark fantasy, c'est un peu une horreur qui gouverne, mais on suit donc l'histoire de notre cher Richard, peupleux dans son petit village, comme toute bonne œuvre de fantasy des années 80-90, qui est en fait le sourcier. Il vit avec un mec il vit avec un sorcier, le sorcier Z, et un jour on va lui dire bah en fait t'es le sourcier Richard, donc il faut que t'ailles combattre le grand méchant de l'histoire. Et dans cet univers, la particularité c'est qu'il y a une grande barrière qui sépare un peu les deux mondes, et sur un côté d'une barrière, c'est Drakenral qui dirige un petit peu tout. Il va faire la rencontre, Richard, lors de son périple de Kalan, qui est c'est une inquisitrice, il me semble le nom, hein, je sais plus trop, ça fait très très longtemps, faut que je continue, qui a la particularité, donc c'est une sorte de sororité, un peu des magiciennes, qui ont, dès qu'en fait elle touche quelqu'un, elle peut le contrôler, mais au point qu'elle peut lui demander de mourir, tu vois. Et tous les deux vont partir pour cette grande aventure avec Z, et ils vont rencontrer plein de personnages, plein de trucs. C'est très violent parce qu'il y a toute une esthétique BDSM dans le texte, déjà c'est assez particulier, et puis il y a des choses horribles qui se passent que je peux pas dire sur YouTube, voilà, mais il y a des trucs qui m'ont extrêmement traumatisée, d'autant plus que j'ai commencé à lire cette série quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'est beaucoup trop jeune, et que ça m'a un peu, parce qu'il y a beaucoup de scènes de torture, ça m'a un peu traumatisée. C'est un des seuls livres qui m'a donné envie de gerber quand j'étais gamine. Je me souviens d'un voyage en vacances où j'avais qu'une envie c'était de gerber dans la voiture parce que je pouvais plus, et en fait il était rangé avec Shannara et tout ça, la bibliothèque municipale où je me rendais, donc voilà, la bibliothèque, en fait je pense que la bibliothécaire ne connaissait pas son rayon fantasy, donc elle a tout mis dedans, l'adulte, le young adulte, tout était dedans, et c'est vrai que entre Shannara et ça, il y a quand même une échelle sur la violence, donc on peut dire que j'ai commencé le genre comme ceci, j'ai toujours pas fini, notre cher Terry. Bon, c'est pas une super bonne série, ça, en fait Terry Goodkind, c'est bien quand c'est une de tes premières séries d'imaginaire, quand tu le lis assez jeune, même si c'est pas pour les jeunes à mon sens. Après, quand tu vois que c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien fait, c'est très très problématique comme texte. Voilà, un jour je terminerai cette saga, quand je les trouverai en occasion, et un jour je ferai une chronique entière, je dois être au tome 9 ou 9, 8, 9, il y en a 14 je crois. Et sinon, dans les piliers du genre, j'ai lu quand j'avais 20 ans. Normalement, si je dis... Ouais, quand j'avais 20 ans, première année de lettres, si j'avais fait du droit avant, Elric, donc de Morcock, qui est le grand Manitou. Alors, Elric, moi j'ai
pas trop. J'ai apprécié un petit peu l'univers, l'ambiance, notamment le premier tome, mais à partir du tome 2 et 3, j'ai pas trouvé ça ouf. On suit en fait un prince qui règne sur une terre, mais il est drogué. Bon, Elric, il est pas bien au niveau du texte, c'est un peu dépressif. Il lui est arrivé pas mal de choses horribles dans la vie et qui va être envoyé pour une quête. Voilà, donc on va suivre un peu ses aventures. C'est un pilier. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, moi je l'ai lu à 20 ans et Elric, sincèrement, je le redis, je sais que ça blesse beaucoup de gens, mais pour moi c'est un livre qui a été écrit pour des ados un peu torturés, un peu, ouais mon dieu, c'est sombre et dark, Sasuke quoi. Quand je l'ai lu, j'étais en mode, en fait c'est pas ouf sombre, voilà, je m'attendais à un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus abouti, bon c'est un texte qui remonte, mais ouais, j'ai trouvé ça très plaintif, hein. J'ai trouvé que c'était très torturé, mais aux limites du grotesque pour moi, tu vois. Donc voilà, c'est pas trop... Voilà, Freya joue avec les enveloppes pour changer. C'est pas trop ma came, mais j'ai vraiment découvert, si on peut vraiment voir la définition de la dark fantasy avec Elric, parce qu'après, bon, j'ai lu La Compagnie Noire, j'ai lu Berserk, j'ai lu pas mal de choses, et en même temps il n'y a pas tellement de choses, hein. J'ai lu Michel Robert, voilà, bon, c'était pas une réussite, mais voilà, j'ai découvert un peu le genre Ridiculous, c'est un genre que j'adore, un livre qui t'a fait rire. Alors je suis pas quelqu'un qui rit beaucoup en littérature, ça m'arrive parfois de me taper des barres, mais parfois c'est plus à l'encontre du livre que de rire avec les personnages. Je suis plus fan quand tu vois une série, tu vois, je suis plus amenée à rire comme ça. Et par contre il y a un livre qui m'a fait rire, mais au point que j'ai ri aux éclats, du genre, tu sais, tu peux rire dans ta tête quand tu lis. Là non, j'ai ri comme une dinde dans le métro à Paris, et les gens me regardaient en mode, elle va pas bien celle-là. J'ai donc pris le Club Vesuvius, qui est donc de Mark Gatiss. Alors si je me trompe pas, Mark Gatiss a travaillé... Bah, attends, il travaille... Voilà, principaux scénaristes de Doctor Who et Sherlock. Voilà, et il est connu, c'est le mec qui interprète Mycroft Holmes, donc voilà. Et donc cette série, il y a que 2 tomes, je crois, qui sont traduits en France. Très dommage, parce que moi, ça me fait rire. C'est une sorte de James Bond à l'époque victorienne. On suit donc un artiste au début du texte qui s'appelle Lucifer, il me semble, qui est un dandy, un petit peu mauvais garçon, voilà, peintre, très très séduisant le garçon. Ou qui part, en fait, à chaque fois il va faire des enquêtes et on apprend que voilà, il y a un petit peu son métier derrière. Mais donc c'est un récit à la première personne, il me semble. Et c'est drôle parce qu'il a une suffisance de lui qui est quand même très exacerbée, il y a beaucoup d'humour et ça marche bien, c'est de l'humour anglais, voilà. Mais il y a des moments je me tapais des barres parce que il s'auto-complimente, voilà. Que ce soit dans ses exploits amoureux et tout, c'est très 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 drôle, voilà. Et il y a cet humour un petit peu londonien, un peu on s'amuse, on rigole et on passe un bon moment. Et surtout, si je me trompe pas d'univers, le personnage principal est un personnage LGBT, donc ça c'était chouette aussi, voilà. Mais voilà, il y a un côté un peu séduisant, drôle, enquête, et vraiment moi ça m'a fait taper des barres, mais voilà, ça m'a vraiment fait taper des barres parce que le personnage est exceptionnel. C'est très drôle d'assumer un personnage comme ça, faut pouvoir le tenir sur un livre, tu vois, il y a le concept de faire un mec qui se prend pas pour n'importe quoi, mais il faut le tenir, le rendre aussi attachant et tout, et ça fonctionne bien. Sonorus, un livre que tout le monde devrait connaître. Alors, il y a déjà beaucoup de monde qui le connaît, mais je pense, et ça c'est mon cheval de bataille, que s'il y a un livre que vous devez lire en imaginaire et sur lequel je pense que ça pourrait plaire à tout le monde parce que c'est exceptionnel, notamment, voilà, le premier est exceptionnel, c'est Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. Sincèrement, qui n'aime pas Les Salauds Gentilshommes? Vraiment, c'est exceptionnel comme univers. On suit donc Robin et Jean, qui court en grande hâte et sifflant et bondissant de jour et dans plus jour. Non, pas dans Robin des Bois. On suit donc Jean et Locke. Il me faut penser toujours à Robin. Voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Ce sont des garçons qui ont grandi ensemble, qui ont une petite bande, voilà. Ils ont une petite bande et tout jusqu'au jour où... il va y avoir un problème dans la cité dans laquelle ils se situent et surtout où leur vie va être mise en danger et qui vont être liés un peu à des complots. Donc voilà, je sais plus si c'est dans celui-ci ou dans le 2e tome où il y a un casse, voilà, qui est organisé, mais on va suivre donc ces 2 petits loupards et leur petite vie, et c'est drôle, c'est touchant.
C'est très bien écrit, c'est palpitant, c'est original, c'est bien pensé, c'est parfait. Comment vous dire? Moi j'ai un coup de cœur pour cet univers parce que on passe un bon moment de lecture. Il y a ni trop peu de world building ni pas assez. Les personnages sont neutres mais en même temps sont hyper intéressants. L'histoire, tu sais jamais où on va, voilà. Le troisième tome a été un petit peu moins apprécié, notamment la jante masculine, parce que il y a un peu plus de romance. Voilà, ça tourne autour d'un personnage assez particulier, mais personnellement moi j'ai adoré. Voilà, parce que je sais qu'il y en a, dès que ça parle de nana et de romance, ils peuvent pas lire. C'est antinomiques, ils ne peuvent pas, ça leur fait hérisser les poils, mais ça constitue l'histoire et c'était super chouette. Et on s'attache à ces deux petits salauds, voilà, ils me font trop rire, mais c'est original. Malheureusement, l'auteur est atteint de dépression, donc ça fait des années qu'on attend le tome 4. C'est une série en plus qui devait faire beaucoup plus de tomes que ça. A priori, ce serait peut-être bon pour 2023. Il y a des rumeurs. De toute façon, ça fait 2-3 ans que normalement le livre aurait dû sortir. Donc on attend ce tome 4. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est palpitant, c'est attachant. Et c'est une histoire qui me tient toujours à cœur. Et je pense qu'elle devrait être lue de tout le monde parce que c'est une vraie voix de l'imaginaire. Voilà, c'est comme des Patrick Rothfuss, c'est des auteurs qui ont leur place en imaginaire et qui seront les prochains classiques de demain en fait. Oubliette, un livre que tu voudrais oublier. Bon, il y en a pas tellement, j'ai un peu cherché. Il y en a un, oui, il y a des moments, c'est pas du regret de l'avoir lu parce que c'est des expériences qu'on fait, il y a des livres qui sont plus ou moins traumatisants et tout, mais il y a des scènes qui ne quittent pas mon cerveau. Tu sais, t'as des trucs des fois, il suffit que je tombe dessus ou qu'on parle de cet auteur et je vais avoir des images et je me dis mais j'ai pas envie. Donc il y a un petit peu ce regret là. Bon, je vous parle rapidement des 120 journées de Sodome de Sade. Bon, c'est sur un texte sulfureux qui explore tous les vices du monde. Ça a été fait, alors faut réfléchir aussi, Sade, c'est les gens lui tapent dessus, voilà. Bon, il a une vie un petit peu compliquée, c'est un personnage un peu particulier, mais les 120 journées de Sodome ont été écrites dans un but assez particulier, c'était de briser la censure à une époque où on enfermait les gens pour les écrits, voilà, qu'ils faisaient. Bon, Sade a été mis en prison, on avait Napoléon interdit qu'on prononce son nom, tu vois, c'est quand même allé très loin, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Et je pense que YouTube n'aime pas la couverture. Mais on est donc sur... bon, c'est un livre qui a été repris en film. Alors, le film suit pas tout à fait la même histoire, mais donc c'est... comment le film? C'est de Pasolini... j'ai plus le nom, voilà. Mais Salaud, je crois que c'est ça le nom du film. Imaginez qu'on prend des enfants, des adolescents et des adultes, qu'on les enferme dans une pièce et qu'on fait subir à ces enfants et à ces jeunes adultes d'atroces choses, voilà, de toute manière. En fait, c'est tous les vices que tu pourrais faire à des... Voilà, puis c'est sur des enfants, les enfants entre eux, les ados envers les enfants, les enfants envers les adultes, tout. C'est ignoble, mais ça a eu un but. En plus, ce texte a été retrouvé à la Bastille, voilà. C'est un texte qui est exceptionnel en termes de littérature pour son histoire et tout ça. C'est pas forcément les scènes de violence au lait qui m'ont le plus choqué, c'est quand je vous dis que c'est tous les vices, ça touche à tous les trucs humains qui peut sortir de ton corps, voilà. Et il y a des choses que moi j'ai pas envie du tout, et tu vois, derrière ça il y a beaucoup de dénonciations, c'est-à-dire que il va y avoir des prêtres et tout, il y a une grosse dénonciation de l'église et notamment des enfants et de l'église, tu vois, dans le texte. Donc voilà, faut réfléchir au-delà du fait que c'est scandaleux, mais ça m'a un peu trauma, et j'ai pas forcément envie de m'en souvenir à certains moments. Bon, ce n'est pas le seul livre de Sade que j'ai lu, et il y a du Sade plus ou moins sulfureux. Les 120 journées de Sodome, c'est comme Justine ou Les Malheurs de la Vertu, ça fait partie quand même des plus hard. Un livre que tu as lu lire à l'école, alors ils sont tout en haut là, et il faut que je prenne l'échelle et tout pour y aller, donc j'ai pas pris, j'ai fait des études de lettres, donc j'ai lu beaucoup de livres, j'étais devant, je dis qu'est-ce que je vais présenter? Et je me suis dit, on est à une période un peu compliquée, où en même temps on est sur une période d'ouverture des mœurs et tout ça, d'ouverture voilà, de reconnaissance des différents peuples, cultures, et en même temps il y a une montée du nationalisme, il y a une montée du racisme, voilà, on est quand même dans une période un peu compliquée, et je me suis dit, qui lire dans cette période? Je vous conseille Georges Semprin, que je vous mets ici. Alors j'ai lu L'écriture ou la vie, il y a pas mal de choses. J'ai fait
que j'ai lu à la fac dans un cours sur l'écriture et la mémoire, donc qui est notamment lié à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, ça touche la Seconde Guerre mondiale. Georges Semprin donc, a écrit des livres autobiographiques, voilà, de son ressenti, parce que c'est un homme qui a été enfermé dans les camps et qui a survécu, qui a perdu sa famille, voilà, tout ça, là-bas. Et c'est pas tant comme Primo Levi où il va raconter l'enfer des camps, il va en parler un peu, hein, mais c'est surtout qu'il va raconter l'après. Et c'est particulièrement touchant, c'est particulièrement choquant à des moments. C'est un livre, voilà, ça parle de la mémoire, du devoir de mémoire, parce qu'il s'est pas mis à écrire tout de suite. Et c'est un homme, bon, qui n'est plus là, je crois, de nos jours, mais qui a quand même fait beaucoup de choses pour la mémoire de la Shoah. Et son texte est bouleversant parce que c'est sa vie, quoi. Et il écrit très très bien, il y a des retours dans le passé, dans le présent, et je vous conseille Georges Semprin, c'est Georges avec un J, il me semble, une bibliographie à lire de lui, mais ça fait partie d'un auteur que j'avais envie de vous présenter, parce que je trouve qu'il est pas très très connu, pas très très mis en avant, et ça se lit très facilement si vous êtes intéressé par les questions de mémoire, de reconstruction après la guerre, même sur la guerre, c'est assez intéressant, et il le fait de manière assez pudique aussi. Un livre douloureux à lire. Alors ça c'est une question qui est hyper personnelle, donc je vais fixer les limites de... Voilà, je vais vous parler du roman, je vais pas trop expliciter pourquoi. C'est un livre qui aura pas forcément le même appel chez tout le monde. C'est très particulier à l'histoire de chacun, et ce livre-là est un des livres... je crois que c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer de ma vie. Au sens... c'est pas quelque chose qui m'a fait pleurer parce que l'histoire est triste, c'est parce que ça touche à des choses un peu personnelles. Donc c'est Revanche de Kat Clark. Et pourquoi je vous dis qu'il a été difficile à lire, parce que bah voilà, ça a été difficile au sens psychologique, ça a été difficile sur ce plan-là, et là quand j'ai ouvert le livre en plus, j'ai eu une dédicace de Kat Clark, que je l'ai lu quand j'avais 19 ans, et j'étais allée la voir à la salon du livre, donc Sorry for Making You Cry, donc voilà, je lui avais dit que ça m'avait fait beaucoup pleurer, que voilà, c'était un livre qui m'avait énormément touchée, et en plus à l'intérieur il y avait quelque chose de très très triste que j'ai retrouvé, je ne savais pas que j'avais encore ça, donc voilà, je cache beaucoup de choses dans mes livres. C'est l'histoire de Jem qui est amoureuse de Kay. Le problème dans cette histoire, c'est que c'est son meilleur ami, et son meilleur ami est homosexuel. Donc pour l'instant, rien de très traumatisant, c'est juste ce qui arrive à plein de gens. Et ça ne me concernait pas à cette époque-là du tout cette question-ci. Sauf que Kay, il y a une vidéo de lui qui a été postée sur les réseaux sociaux, qui a été visionnée par beaucoup de gens, une vidéo assez intime dans mes souvenirs, et il ne va pas supporter, donc il va sauter la vie. Et Jem va partir pour une quête de vengeance, c'est-à-dire qu'elle va essayer de savoir qui est le garçon en question et qui sont les gens qui sont responsables de ça, sachant, en parallèle, ils le disent pas dans le résumé du bouquin, mais que Kay lui a laissé une boîte avec des instructions. Donc c'est un livre qui touche une thématique un peu compliquée, et qui m'a mis très très mal à l'époque où je l'ai lu, parce que c'était loin d'être la période la plus facile de ma vie. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré, parce que bon, déjà c'est un livre qui est très très triste, qui parle du deuil, qui parle voilà du revenge, voilà de pas mal de choses, et en fait on a cette jeune fille qui va construire une vengeance et qui va tout faire en fait pour connaître la vérité, et en même temps elle va se perdre un peu dans ce jeu-ci. Et donc c'est un livre qui est très difficile à lire quand on a des problèmes avec ça, quand on a notamment des amis qui sont LGBT et qui sont liés un peu à ces problèmes-ci. Donc voilà, j'ai pas très envie d'en parler pour tout vous dire, mais voilà, c'est un bouquin, même si c'est écrit en rose derrière, je vous le dis, si vous êtes un peu touché par ces thématiques-ci, c'est très dur à lire. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas particulièrement touché à une période précise de sa vie, c'était comme ça. Donc moi, c'était un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet, et la façon dont c'était écrit, et ça faisait des trucs qui m'ont un peu mis mal à l'aise. Et donc voilà, c'est un livre qui a été très très difficile pour moi à lire à cette époque, et que j'ai voulu le relire pour refaire une expérience la dernière fois, pour me dire est-ce que... Et en fait je peux pas, parce que je fais
c'est tellement... Vous savez, c'est le genre de livre où tu sais quand tu l'as lu, où tu l'as lu, t'as des flashs et tout, que voilà. C'est pas quelque chose que j'étais capable de faire forcément. Enfin, bon, on va aller sur une note un peu plus légère. Avada Kedavra, donc le livre qui peut tuer. Alors là, j'ai pris à l'humour parce que la question est assez ouverte. Ce livre a failli m'assassiner plusieurs fois, et notamment la dernière fois, c'est quand j'ai reçu les objets maudits, parce que je me suis pris sur le visage et en plein crâne, et heureusement qu'il n'est pas tombé sur le coin, parce que je pense forcément que j'aurais pu me crever un œil, ou du moins être blessée. Et il m'est tombé dessus, mais pas de la façon où ça aurait pu me blesser. Donc je parle du nom du vent, voilà. Je le pose en hauteur sur mes bibliothèques, et cette maison n'est pas droite. Et donc il suffit qu'on bouge un peu, que la bibliothèque bouge, et donc il s'est renversé. Donc voilà, vous savez, il s'est abîmé là et là. Donc c'est une très très belle édition illustrée que Brajeune m'avait envoyé. Bon, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un texte qui a pris très très cher. Voilà, j'en ai pas pris beaucoup soin, mais en même temps je compte pas le vendre un jour. Donc de toute manière, voilà. Mais ouais, il est dangereux pour ma santé, parce que déjà il a failli tomber sur Freya une fois, parce que Madame Freya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur les bibliothèques, et quand elle monte, forcément son poids de chat fait bouger le truc, et donc le livre est tombé. Bon, il est tombé loin d'elle, mais elle a eu un peu la frousse. Mais la dernière fois, donc quand les livres ont été livrés pas du tout où je voulais, quand j'ai appelé à moitié en larmes le transporteur disant mais comment je vais faire et tout, que j'ai bougé à côté du bureau et le truc m'est tombé dessus. La nana m'a dit au téléphone ça va, vous allez bien et tout. Je fais oui, j'ai failli mourir mais ça va. Donc là je l'ai posé sur le bureau, voilà, comme ça, même s'il tombe, il tombera moins haut, et surtout il blessera a priori personne. Donc vraiment c'est un objet, tu peux, le truc il est lourd, et puis tu peux quand même blesser quelqu'un avec. Donc voilà, le nom du vent, une arme meurtrière à utiliser qu'en cas de grande nécessité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Patrick Rothfuss, alors c'est des livres que j'ai du mal à vous conseiller, parce que bon, Patrick, ça fait 10 ans qu'il nous a sorti son 3e tome, parce que en fait c'est des livres qui sont coupés en époques, et puis ils sont coupés en deux. Et ça fait 10 ans a priori qu'il n'a pas touché du tout, qu'il n'a pas écrit, donc je pense qu'on n'aura jamais la suite. Mais on suit Kiev, je crois que c'est ça son petit nom, Kiev, j'ai vu, bref, un jeune garçon qui vit dans un monde un peu de caravane et tout. Ses parents vont être assassinés, lui il est musicien avec ses parents, et il va donc se sauver, il va survivre, et il va partir au loin, rentrer dans une académie. Il est lié un peu à ce nom du vent que je vous laisse découvrir. Je vous en dirai pas plus parce que ça change en fonction des tomes, mais c'est un univers un peu classico-classique maintenant de l'imaginaire à découvrir. Je peux vous dire que le premier tome est sympa, la première partie de la deuxième partie est très chiante à lire, j'ai pas du tout aimé. Par contre la deuxième est assez chouette, il y a beaucoup de références à la mythologie et tout ça dans le texte, mais c'est un livre qui était prometteur, parce que notamment dans le texte, alors il y a certaines personnes qui l'ont pas lu comme ça, mais moi je trouvais ça assez évident. Il y a un personnage féminin, voilà, dont le personnage est amoureux, sauf que a priori elle a déjà une relation avec un homme beaucoup plus âgé et qui la maltraite. Et des gens disent oui, c'est de la toxicité et tout, mais vu comment le livre est écrit et tout, je pense que l'auteur voulait au contraire parler des violences domestiques, mais comme on n'a pas la suite, je ne sais pas, mais la façon dont c'est fait, j'avais l'impression qu'il voulait plus parler de la violence voilà, dans le couple, et c'était hyper intéressant pour ça. Parce qu'il faut savoir que les messages dans le livre, c'est pas parce que c'est écrit qu'il n'y a pas un message derrière, il faut un petit peu réfléchir, voilà. Mais pour le coup, c'est assez dommage qu'on n'ait pas encore la suite, et je suis sincèrement pas sûre qu'on l'aura, voilà, parce que notre cher Patrick, vous savez, c'est le genre de personne, et je peux comprendre qu'il y a eu un succès fou, hein. Il me semble que c'est sa première série aussi, hein. Je veux dire, le nom du vent, ça a été un succès tourné, dédicace, et je pense qu'il y a eu trop vite trop d'attentes, quoi, et ça c'est problématique, parce que les lecteurs maintenant, je pense pas que c'était comme ça avant, mais c'est horrible maintenant. Je vous disais, la vie d'auteur est beaucoup moins facile qu'avant, parce qu'avant t'avais la critique qui était seulement dans les journaux, où tu recevais des lettres. Là c'est les réseaux sociaux, et je peux vous dire que sur les réseaux sociaux les gens sont pas forcément cool, voilà, y a même des auteurs qui le vivent super mal, malheureusement, et que ça soit nous, on a notre rôle sur Booktube, mais c'est surtout les plateformes comme Babelio et tout ça. Je parle quand même avec des auteurs ou des gens, des apprentis auteurs et tout, et c'est
un mal-être pour beaucoup de gens, mais surtout les réseaux sociaux et les gens donnent des attentes. Je veux dire, les gens sont à moitié insultants pour avoir la suite, tu vois, et ça te fout une pression qui est assez monstre, voilà. Donc j'en finis un petit peu avec ce petit tag, j'espère que ça vous a plu. Freya, pas le papier à bulles, madame. Ça coûte assez cher comme ça, sinon je vous emballe et je vous envoie par la poste. Comme ça, vous rentrerez en état. Genre pas abîmé, tout emballé. Voilà, donc j'ai acheté un énorme rouleau de papier à bulles suite au problème de la poste. Et Freya casse les bulles en fait, c'est son jeu. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée. N'hésitez pas si vous voulez passer une commande de 3 normes de faire ça avant le 20 décembre. Même pour moi, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée.